Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Quand il n'y avait pas d'examen, l'examen il était dans 6 mois, j'étais déjà là-bas et je voyais les majors de promo qui étaient là. Genre les personnes qui me battaient, ils étaient déjà là en fait. Et toi, t'es pas là les samedis, t'es pas là les dimanches, t'es pas là les matins, tu te rends pas compte, tu penses que tout le monde fait la même chose que toi. L'invité de la semaine est Mehdi Boursin Bouasson. Très tôt, la conseillère d'orientation au collège propose généreusement à Mehdi de faire un bac pro en imprimerie. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il se rend compte que ce secteur ne l'intéresse en réalité pas du tout, et il met tout en œuvre pour poursuivre des études plus poussées, jusqu'à devenir major de promo dans son master en relations internationales et sciences politiques en Angleterre. Actuellement Senior Business Development Associate chez Euromonitor International, Mehdi a récemment entrepris de créer une activité parallèle à travers ses chaînes Instagram et YouTube Mehdi en Angleterre, dans lesquelles il aide les personnes en France à développer leur carrière en Angleterre et à exploiter leur potentiel au maximum. C'est des fois des personnes qui ont des familles, hein. C'est des personnes, j'ai aidé une personne là la semaine dernière qui avait 3 enfants, qui a décidé de tout plaquer en France, d'aller en Angleterre avant le Brexit, et maintenant qui cherche un travail. Ou c'est des personnes voilà, qui ont des diplômes en France. Il y a des jeunes diplômés aussi et qui trouvent pas de stage, même pas de stage, ils n'arrivent même pas à trouver un stage et ils se disent c'est pas possible. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Mehdi. Alaykoum salam. Comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah, et toi? Ça va très bien, écoute. Désolé de t'avoir fait réveiller un peu plus tôt que d'habitude. Pas de problème, il le faut de temps en temps. Ici, oui, il est 9h du mat, donc ouais, j'ai le temps de se préparer, etc. Mais content d'être là. Cool. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je t'ai contacté parce que j'ai découvert ta chaîne Instagram, il me semble, soit sur Instagram ou soit sur Facebook. Tu as posté un truc, je sais pas, ta chaîne Mehdi en Angleterre. Et du coup, j'étais curieux, je suis allé voir un petit peu, je trouvais ça intéressant. Donc, without further ado, comment dire en anglais Une expression que j'ai jamais trop compris, hein. Je sais pas d'où ça vient. Faudrait que je fasse mes recherches. Peut-être je vais faire une vidéo là-dessus. je te propose de commencer par te présenter rapidement, dire un peu ce que tu fais. Ouais, ça marche. Ben merci. Donc moi c'est Mehdi et comme tu as dit, oui, j'ai la chaîne Mehdi en Angleterre. Euh, à la base, en fait, moi je viens de Strasbourg en France. Donc et j'étais à la base, j'étais en bac pro imprimerie. Et j'ai décidé quand même d'aller à la fac. En fait, je voulais toujours apprendre l'anglais. Pour moi, c'était un peu un rêve. Je me demandais comment est-ce que les gens qui parlent de langue, ils font. Est-ce que c'est possible d'être bilingue? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on pense, etc. J'étais super curieux. Et aussi, je voulais parler à un maximum de personnes dans le monde et pouvoir aller où je veux, apprendre ce que je veux. Donc, c'était un peu ça mon premier projet. Donc, je suis allé à la fac de Strasbourg en licence d'anglais. Évidemment, j'ai raté ma première année. C'était pas trop l'objectif, c'était pas de la réussir. Et je me suis préparé un maximum pour refaire ma première année. Et là, ça a pas mal marché. Et à partir de là, je suis allé en Erasmus, je suis allé en Angleterre, à Birmingham. Et j'ai essayé de revenir en France, mais c'est pas trop réussi en fait par rapport à plusieurs choses. Mais les écoles que je visais, elles n'ont pas ouvert leurs portes. Et donc, je suis retourné à l'université de York. J'ai fait un master en sciences politiques, en relations internationales. Après, je suis allé étudier vite fait à Londres, à une fac qui est au centre de Londres, London School of Economics. Et j'ai décidé en fait de rester en Angleterre. Et mon projet en fait, par rapport à Mehdi en Angleterre, c'est aider les gens à faire de même par rapport à mon expérience. Parce qu'en fait, moi, la première fois que je suis venu ici, j'avais 19 ans, je parlais pas du tout anglais et c'était assez compliqué. Mais j'ai appris énormément de choses en fait. Voilà, des choses qui, si j'avais su ça, ça m'aurait fait gagner plusieurs années en fait. Et l'idée, c'est un peu de partager ça avec un maximum de personnes. Donc c'est pour ça qu'il y a Instagram, que j'ai créé YouTube il n'y a pas longtemps, et d'aider ces gens qui, en France, malheureusement, ils peuvent pas vraiment utiliser leur potentiel ou ils se rendent pas compte en fait des compétences qu'ils ont sur les marchés internationaux et à quel point ils peuvent être, ils peuvent être recherchés en fait. Donc c'est un peu ça le projet, c'est un peu ça ce que je fais. Ok. Et du coup, en parallèle, ton job à plein temps, c'est Senior Business Development Associate. Yes.
En parallèle, donc à la base, mon premier emploi, je l'ai eu assez tôt après mon master, donc une dizaine de jours à Londres. Donc, il faut savoir qu'en Angleterre, 90%, 95% des étudiants en master, enfin les masters, ça se fait pas trop en Angleterre déjà. C'est surtout les licences, les gens font pas de master. Mais 90% des graduates, donc des personnes qui ont un diplôme, ils vont travailler sur Londres. Donc j'ai trouvé mon premier emploi sur Londres et je faisais des études de marché pour YouGov. Donc je vendais surtout les études de marché, j'étais commercial à des associations caritatives en fait. Donc ils voulaient comprendre, ils faisaient des études panel, etc. Et aussi à la base, YouGov c'est pour comprendre les élections en fait, pour pouvoir prédire qui va gagner, etc. Et à partir de là, je suis resté 2 ans et là, je suis venu à Euromonitor. Donc, Euromonitor, c'est pareil, ils font des études de marché, mais elles sont un peu plus stratégiques. Et moi, je m'occupe des études de marché pour les gouvernements, en fait. Donc, je te donne un exemple tout simple. Là, il y a eu le Brexit. Le Brexit, c'est énormément de changements. Ben, les gouvernements, ils vont vouloir comprendre, en fait, quels sont ces changements sur différentes parties de l'économie et sur certains marchés pour pouvoir s'adapter en fait et prendre les bonnes décisions. Donc moi, je parle avec eux, je comprends un peu ce qu'ils veulent faire et on commence à créer une solution d'études par rapport à ça. Ok. Bah, écoute, super intéressant. Donc, tu as tu as commencé par faire un bac pro pendant tes études. Donc, le bac pro, c'est l'équivalent de faire un lycée, en fait, mais pour les travaux plus manuels, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça en fait. La différence principale avec le bac pro, c'est tu auras une journée complète où tu vas apprendre un métier, en fait, un travail manuel. Donc moi, j'apprenais à utiliser des imprimantes assez vieilles en fait qui impriment les journaux, ce genre de choses. Et donc Mhm. ça, c'était tous les vendredis pendant 8 heures. Et le reste des heures, ben, t'as moins de cours en fait qu'un un baccalauréat normal. Donc par exemple, t'as que 2 heures de maths, t'as moins de français, etc. Et au final, ouais, c'est vrai que c'est assez différent parce que par exemple, moi, je dis toujours, quand je suis sorti de mon bac pro, je savais pas vraiment écrire le français. Et on se rend pas compte en fait en France à quel point on sait pas écrire. Enfin, je parle surtout pour moi, hein, mais en général, faire des erreurs très très basiques, c'était toujours là en fait. Donc c'est pour ça que quand j'ai décidé d'aller à la fac, et comme on était beaucoup à vouloir aller à la fac, c'était je crois 2 ans après que Sarkozy avait changé la loi. Donc avant, les personnes en bac pro pouvaient pas aller à la fac. Ça qualifiait pas à aller à la fac, mais Sarkozy a changé cette loi et a fait que les bac pro maintenant pouvaient aller à la fac. Et le directeur, le principal de notre lycée, il était pas content en fait, parce qu'il pensait qu'on allait à l'abattoir et que ça allait nous détruire psychologiquement. Et aussi, évidemment, il avait son intérêt personnel parce qu'on n'allait pas continuer dans son lycée en BTS. Donc Mhm. nous a fait nous a fait un rendez-vous, en fait, un meeting de 2 heures pour nous dire que c'était pas fait pour nous, que voilà, clairement notre classe sociale, elle était ancrée dans le béton et on ne devrait pas essayer d'être ambitieux ou d'essayer de quelque chose de nouveau. Et, Mhm. euh, et c'est à peu près cette histoire en fait qui est ressortie quand j'ai fait un article pour Le Monde. C'est par rapport à ça en fait qui m'avait contacté. C'est pour discuter de ces problèmes en fait d'attente de la société ou en France en fait en général, comme en France en général on n'est pas ambitieux, c'est Ouais. un peu un truc De générique en manière France. générale. Ouais. Ouais, et quand en fait tu mets des personnes vraiment pas ambitieuses en tant que guide dans ton éducation, dans ton développement personnel, eh ben ils vont que faire recréer ce qu'ils ont vu toute leur vie. Donc je prends une tangente un peu, mais même quand je suis revenu de Birmingham, j'étais major de promo. Je suis revenu, j'ai dit je veux faire des études en sciences politiques ou en relations internationales. J'avais déjà fait ça à Birmingham. J'avais pris des Mhm. cours. Ils m'ont dit ah mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Alors que clairement c'était assez simple en fait. C'était juste que cette personne n'avait pas l'imagination ou alors elle avait une certaine vue, une certaine vision du genre de personne qui devrait faire ces études-là ou de ce que moi je devrais faire en fait. Ouais. Pourquoi tu avais fait un bac pro, en fait? C'était volontaire? C'était quelque chose qui était C'était pas conseillé vraiment par ton volontaire. entourage? On pose cette question beaucoup en fait, et ça c'est un problème dans
quand on essaie de monter dans la société, c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est les informations qu'on a et les guides qu'on a, the Mhm. guidance. Parce qu'au final, moi, je savais rien du tout. J'étais dans un collège qui n'était pas super, un collège ZEP à Strasbourg, où on travaillait pas trop, etc. Et Ouais, à la base, j'avais des bonnes notes, mais quand j'ai déménagé dans ce collège, mes notes, elles se sont écroulées, en fait. ouais, Et quand je suis allé à la conseillère d'orientation, en fait, ils ont juste ouvert un cahier, ils m'ont dit, tu peux faire ça, ça et ça. Ils m'ont donné 3 options. Et en fait, je devais choisir et j'avais aucune information, en fait. Donc moi, je savais même pas ce que j'allais faire. ouais. Quand on m'a dit bac pro imprimer, je savais pas du tout ce que c'était. Je savais pas si ça allait impliquer d'être sur des ordis, faire un peu de Photoshop. Qu'est-ce que c'était en faire en clair? C'est vrai que j'avais aucune idée. Et j'ai juste dit OK. Comment est-ce qu'ils ont pu arriver à définir des bacs pro aussi spécifiques? Tu vois, trois bacs pro, dont un en imprimerie. Comment elle a Ouais. fait? C'est fou ça. Ben, c'est un peu le problème, c'est déjà que ces bacs pro, en fait, ils viennent d'il y a trop longtemps. Ils existent depuis trop longtemps. Donc même quand on allait faire des stages, ils nous disaient, mais pourquoi il existe encore vos bacs pro? Il n'y a aucun travail qui existe encore dans ce truc. Ouais, Donc faut arrêter de le faire. Mais c'est encore une fois le problème. La conseillère d'orientation, elle, son job, c'est juste de caler ces jeunes dans des bacs ou des bacs pro. Et si elle sait que historiquement, il y a des places dans ces bacs pro que personne connaît ou alors elle a une certaine relation avec le lycée, bah évidemment qu'elle va elle va pousser les étudiants vers là-bas en fait. ouais. Ok. Et du coup, tu as fait ton bac pro de manière, voilà, c'était pas vraiment décidé, c'était, on t'a poussé, on t'a dit, voilà, tu peux faire ça, tu y es allé sans vraiment réfléchir, et ça, c'est compréhensible. À cet âge-là, on sait pas, surtout quand t'es pas guidé. Par contre, tu as décidé de faire d'aller à la fac après, de faire des études à la fac. Qu'est-ce qui t'a poussé à Ouais. faire ça? Ben en fait, moi je dis toujours à mes proches que j'étais fainéant en fait. Donc je voulais pas travailler dans un travail où je galérais toute ma vie, voilà, où j'allais me casser le dos. En plus, j'allais pas gagner beaucoup d'argent, j'allais devoir faire des heures très longues. Donc c'était pas un projet que je pouvais voir en fait pour ma vie en fait je pouvais pas faire ça. J'ai pas le mental à travailler voilà, à McDo pendant 15 ans en fait. Donc je me suis dit faut que je fasse quelque chose. Pour moi c'était toujours en fait le projet au back of my head. Donc je me disais toujours ok j'irai à la fac un moment je serai sérieux, je ferai des études parce que évidemment j'étais pas l'étudiant le plus sérieux. Et donc j'ai décidé de faire ça. Et aussi il y avait l'anglais que je voulais vraiment apprendre. Donc c'était un peu ça. Je me disais peut-être un jour, voilà, je peux voyager ou alors je peux apprendre plus de choses. J'étais frustré des fois quand je parlais à des amis par rapport à mon sport. J'allais en Europe pratiquer un peu partout et je voyais des gens qui parlaient anglais, je comprenais pas. Et aussi des fois il y avait Quel des sport? films que je voulais regarder, je comprenais pas. Par rapport à ton sport, tu as dit? Ouais, par rapport à mon sport, ouais, des compétitions, voilà, on allait en Allemagne, on allait en Hollande. C'était quel sport que tu faisais? Donc ça, c'était le trekking, donc des acrobaties, si tu Ouais, veux. C'est un peu de d'accord. la gym, c'est un peu de la gym en mode breakdance, si tu veux, on va dire, pour vraiment vulgariser la chose. Et donc ça, c'est ce que je faisais. Mais juste pour revenir à ta question, de décider d'aller à la fac et le bac pro, etc. Ce qui est bien, et en fait, une des choses que je parle beaucoup sur ma chaîne et avec les gens que je conseille qui viennent ici, etc., c'est que, en fait, dans les pays en dehors de la France, les études que tu fais à la base, c'est pas si important que ça. Et au bout de quelques années d'expérience, en fait, c'est un peu, c'est plus pertinent, en fait. Ouais, c'est le lycée, quoi. C'est plus, voilà, c'est quelque chose qu'on ne te demandera jamais. Ah, t'as fait quoi au lycée? Alors qu'en France, comme c'est quand même un pays, c'est un pays presque de caste, en fait que on va te demander, après 10 ans d'expérience, tu as fait des choses incroyables. Des fois, je parle avec des personnes où je fais leur CV, je les coach pour un emploi ici, et je parle de leur expérience. Ils ont fait des choses vraiment que c'est incroyable ce qu'ils ont accompli professionnellement. Et ils me disent, ah, mais en fait, le problème, c'est que j'ai fait ça au lycée. Et je leur dis, mais on s'en fiche, en fait. Tu es une différente personne. En fait, Mhm. même scientifiquement parlant, tu es une différente personne. Je pense que tous les 7 ans, toutes ces cellules, elles ont changé. Donc au final, tu n'es même plus la même personne.
et on s'en fiche de ce que tu as fait il y a 10 ans. La seule raison pour laquelle en France, malheureusement, on est encore intéressé, tu as fait quoi au lycée, tu as fait quelle fac, etc., c'est que voilà, c'est un pays trop de castes encore où vraiment faut que tu rentres dans les clous, faut que tu aies un certain profil pour faire une certaine chose. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, même à l'État au final, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pouvaient faire de grandes choses, qui ont des talents cachés et qu'on découvre jamais au final à cause de cette structure sociale qui les bloque. Oui. Il y a beaucoup de chiffres sur le fait qu'en France, c'est très difficile de monter l'échelle sociale de génération en génération. En général, quand on est issu d'une classe sociale, souvent les moins aisées, c'est extrêmement difficile. On a très très peu de chances de grimper les échelons sociaux. On va avoir beaucoup moins de chances en France en tout cas, de grimper les échelles sociales et d'avoir plus de responsabilités, d'avoir des meilleures écoles. Et les écoles, c'est vrai qu'elles sont très très regardées en France. Même quand on a 40 ans, on va te demander t'as fait quoi comme école. Moi, on me demande jamais ici, hein. Et pourtant, j'ai quand même fait des facs anglaises prestigieuses. En fait, si tu veux, en France, en Angleterre, c'est différent. En France, tu as les grandes écoles et tu as les écoles d'ingénieurs, etc. En Ouais, Angleterre, tu as que des universités et tu as des universités qui font partie du groupe Russell. Donc ça, c'est une université un peu connue. C'est comme Ivy League aux ouais, États-Unis. Et donc moi, j'en ai fait trois. Mais en fait, voilà, c'est important, mais statistiquement, tu vois la différence si tu regardes les statistiques nationales sur les salaires, etc. Mais hmm, c'est pas comme en France, on va te dire, ah, t'as fait quelle école, ou alors on va pas te prendre. On ouais. va jamais te demander ça, en fait. Et même quand t'as fait une école super, super cotée, donc Oxford, ça fait ça a une grande différence statistiquement encore, mais ça va pas non plus faire tout de suite, oh, on t'ouvre toutes les portes et Bien sûr. s'il te plaît, viens chez nous. Moi, je le sais parce que Oxford, j'aurais pu y aller. C'était un peu cher en fait, et j'en ai parlé à tous mes profs qui m'ont dit oui, ils ont dit ma candidature était exceptionnelle, blablabla. Mais au final, j'ai pas pu me dire, je suis prêt à payer la somme pour y aller. Et mes profs pensaient que ça valait pas le coup. Alors qu'en France, Parce que si tu on me avais déjà dit, des diplômes ouais, suffisants, voilà, en parce fait. que j'avais déjà des diplômes, j'avais déjà un master en fait. Mais en France, si on te dit, oh, tu peux aller à HEC et t'as déjà fait une autre école en fait, ben tout le monde va se dire, ah, ça vaut le coup 100%. Alors qu'en Hmm, Angleterre, ça vaut encore peut-être le coup sur le long terme, mais si tu as fait une fac normale, tu peux faire plus de choses que la personne qui a fait Oxford bien si elle sûr, se ouais. bouge pas non plus. Ouais. Mais du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment tu es passé du bac pro, un, un, un domaine qui t'intéressait moyennement. Tu as poursuivi vers l'anglais et tu as fini major de promo dans ta licence d'anglais ou c'était quoi? Alors, en licence d'anglais, pour être technique, je crois que j'étais troisième. Ouais, Il y avait deux filles qui étaient super, super fortes. Et j'étais major de promo en Angleterre, en fait, ok, à York. ouais, Euh, donc, ouais, en relations internationales et en sciences politiques. ouais, C'était vraiment le truc qui m'intéressait à d'accord. fond, en fait. La motivation que tu avais quand tu faisais ton bac pro et ta licence, tes études d'anglais et tes études en sciences politiques, est-ce que ça a changé au fur et à mesure? C'était la même? Comment ça a En évolué? fait, ouais, c'est une bonne question. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que quand j'étais en bac pro et quand le principal nous a vraiment dit, ah, vous pouvez pas le faire, moi, ça m'a énervé, en fait. Ça m'a énervé Ouais, assez pour travailler 6 ans sans arrêt, qui me disent, ah non, tu peux pas le faire, c'est pas ta place, reste où t'es. Ça, c'était hmm, une chose. Et aussi, comme j'ai dit, la deuxième chose, c'était de vouloir avoir une vie qui était potable, quoi. Pas une vie dure où, quand je voyais des gens en France, voilà, il y avait des gens que je connaissais dans mon entourage qui galéraient ou alors qui pouvaient pas faire grand-chose, qui avaient des travails qui étaient durs. Ça m'intéressait pas trop, en fait. Donc, hmm, c'était ces deux choses. Et en fait, ça m'a pris du temps pour moi de réaliser que j'étais majeur de promo ou alors que j'étais dans le top 3 d'une classe de 400 personnes. ouais, Parce que quand tu viens d'un Mac Pro, tu te dis toujours, ah, en fait, je suis nul, je sais rien. Donc, ça te met, il y a que à la dernière année où je savais que j'étais assez fort, en fait. J'étais majeur de promo. Même quand je pouvais être pris à Oxford,
en doctorat, je me disais toujours, voilà, au final, je suis un gars de bac pro. Donc, la chose la plus dure, et ça, j'en parle souvent, c'est pas en fait de devenir major de promo, c'est de se voir d'une manière différente. C'est ça, en Ouais. fait, c'est le plus dur. Donc, c'est la vision de soi-même, c'est la confiance en soi, c'est ce genre de choses. C'est une transformation, en fait. C'est plus Mhm. dur que le travail que tu as besoin de faire pour atteindre tes objectifs. Ouais. Donc ça, c'est le changement interne. Et ça, je suis d'accord Ouais. avec toi que si on n'a pas une transformation à l'intérieur, de se dire qu'on va être parmi les meilleurs ou qu'il est possible d'accomplir ce qu'on veut si on se donne les moyens, ben on l'accomplira jamais en fait. Et il y a un autre élément aussi, je voulais te demander quel impact ça a eu, c'est l'impact externe, donc l'entourage. Est-ce que toi, t'as été plutôt positif, ça t'a été poussé ou ça a été plutôt négatif, t'as dû te battre? Ouais, donc c'était mitigé en fait. En fait, moi, pour arriver où je suis, c'était extrême en fait. Quand je Mhm. parle aux gens, quand je leur raconte vraiment mes journées, ils se disent que des fois, il y en a qui se disent ça valait pas le coup. Donc, je te donne une journée typique. Mais déjà, moi, quand j'étais en première année, quand je travaillais, j'étudiais déjà évidemment tous les jours. Mais j'étudiais un minimum 5 heures par jour en plus des cours. Donc déjà, moi, mon temps, c'était toujours 8 heures, 11 heures du soir, donc quand je rentrais. Et je me calais 2 heures quand j'avais un trou quelque part. Donc ça, c'était pendant la semaine. Et pendant les week-ends, j'étais entre 7 à 10 heures. Donc je faisais 9 heures midi, une pause d'une heure, après 1 heure, 3 heures, etc. jusqu'au soir. Mhm. Et en fait, ça, évidemment, c'était un changement. Il n'y a pas tout le monde qui comprenait. Il y a pas tout le monde en fait qui. En fait, il y avait beaucoup de cynisme à la française, même dans ma famille, ou des personnes de ma famille qui disaient ah, pourquoi tu veux jouer l'américain, etc. Parce que voilà, j'écoutais des trucs en anglais, je travaillais tous les jours vraiment pour faire ça. Et Mhm. comme je devais faire ça en fait pendant un an, juste pour atteindre un niveau correct, en fait, genre Ouais. un an sans rien faire, en fait, à Sans part progrès ça. visible pour eux en fait. Ouais, en fait, ouais, pour eux, peut-être il n'y avait pas de progrès, mais c'était pas ça le plus dramatique. Je pense le plus dramatique, c'était que bah, j'allais plus voir des amis, j'allais plus à des événements. J'ai dû arrêter beaucoup de choses. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices pour faire ça, en fait. Et Mhm. eux, ils comprenaient pas trop, en fait. Il y a un exemple tout bête, mais comme moi, j'étais super strict par rapport à mon timing. Genre, quand je disais je travaille 9h midi, c'est que si je me lève à 8h59 et que malheureusement j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'y allais pas, en fait. Parce que fallait que je travaille à 9h et fallait que j'arrête à midi. Si à midi j'arrête et ben, par exemple ma mère n'a pas encore fait à manger, eh ben c'est tant pis. Je mangerai pas, je mangerai ce soir. Ou alors je me ferai un truc vite fait et je mangerai en 2 secondes et je retourne travailler. Donc j'étais super strict par rapport à ce que je faisais et par rapport à mon emploi du temps. Et des fois, ben, il y avait des clashs, c'est sûr, par rapport à ma famille et par rapport à certains membres de ma famille aussi qui soit ils comprenaient pas, soit ils trivialisaient un peu ce que je faisais, en fait, ce que j'essayais d'accomplir et se rendaient pas compte de la difficulté de la tâche et de ce que j'essayais de faire. Et ouais, peut-être ils valorisaient pas assez en fait le fait de passer d'un bac pro à major de promo, à quel point Mhm. c'était dur en fait. Et ça, en fait, c'est un impact aussi énorme que la transformation intérieure. Moi, je trouve que c'est un challenge hyper difficile, en fait. Et je pense qu'on l'a peut-être un peu tous vécu à différentes échelles. D'avoir un entourage, que ce soit pas forcément les mêmes personnes, ça peut être même de la famille un peu plus éloignée, ça peut être des cousins, des amis, n'importe qui te dit, ouais, mais tu venais jouer avec nous, maintenant tu viens plus, qu'est-ce qui se passe, tu nous lâches. Ouais, Moi, j'ai connu ça. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a l'impression qu'on s'intéresse plus à certaines personnes et qu'on les lâche. Mais derrière, en fait, c'est hyper important et c'est la seule manière de pouvoir réussir ses études derrière, surtout quand on parle de si bas par rapport aux autres. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé à certaines personnes qui me disaient que parfois, dans certaines familles, on te dit, après le bac, tu as eu le bac, ou tu as eu, je sais pas, t'as fait 1 an ou 2 ans après, on te dit, c'est bon, tu peux t'arrêter, pourquoi tu continues? Et tu n'as pas pris conscience, en fait, que c'est important de continuer. C'est des choses qu'après, tu regretteras toute ta vie parce que c'est hyper compliqué après de revenir en arrière et de reprendre les études, ou bien, c'est toujours possible, mais c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais, c'est vrai. Et c'est aussi parce que au final, ces personnes, eh ben, elles vivent dans un certain environnement, ils connaissent. En fait, ils sont vraiment, ils connaissent la France. Parce que moi, j'ai eu les mêmes commentaires de personnes dans ma famille et même des amis qui me disaient, ah, mais pourquoi t'étudies en fait? Tu vas faire quoi comme travail? Ils se posaient des questions En comme plus, c'est ça ça. le truc, c'est qu'on sait pas exactement, souvent quand on fait notre étude, ce qu'on va faire, c'est le début de licence, c'est le début, tu sais pas exactement, mais tu sais que c'est important. Tu sais rien du tout en fait. Et eux, ils se disent, j'ai même une personne qui me disait, ah, mais fais attention à pas dépenser 50 de ta vie sur les bancs de l'école pour au final rien faire. Et voilà, en fait, ces personnes n'y réfléchissent pas trop. C'est pertinent de se penser, de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Et tout le monde réfléchit à ça. Mais ils réfléchissent pas trop à ben c'est quoi en fait ta proposition alternative? C'est quoi? J'arrête les études tout de suite, j'ai rien, et je vais Hmm. faire Uber, ou alors je vais ouvrir un snack, comme 90% de notre entourage en fait. Et Ouais. comme ils connaissent pas trop en fait qu'il y a des autres choses possibles, c'est un peu logique en fait ce qu'ils se disent. Parce que de leur point de vue à eux, il n'y a Hmm. que trois quatre choses possibles à faire dans le marché en Accessible. France, accessibles, et du coup, ben pourquoi dépenser des années alors que tu pourrais commencer tout de suite? Et en plus, ce qui est encore plus dur, c'est que pendant que toi, tu travailles, tu es en première année, tu recommences ta première année, tu fais ta deuxième année, eux, ils ont déjà commencé à travailler. Donc, ils commencent à avoir leur salaire, ils ont leur voiture. Ça, ils y commencent, tu vois. Du coup, tu vois que eux, ça avance. Et toi, tu avances au ralenti par rapport à eux. Tu peux pas te payer les choses qu'ils peuvent se payer. Et ça, j'avoue que oui, ça, c'est difficile. Il faut vraiment savoir s'entourer. D'ailleurs, tu as parlé plutôt tu écoutais des choses américaines, des podcasts, je sais pas ce que tu écoutais. Pourquoi tu as écouté ça et ça a eu quel impact sur toi? Ben, moi, oui, j'écoutais pour deux raisons, hein, pour apprendre l'anglais, mais évidemment, j'avais des gens qui me soutenaient. C'est des gens qu'il faut trouver, en fait. Faut que tu recherches. Si t'as pas dans ton entourage des gens qui peuvent te booster, t'aider dans ta vision, ben, tu cherches, oui, des podcasts, des personnes qui parlent en ligne, des personnes qui ont fait la même chose, comme ton podcast à toi, qui peuvent t'inspirer. Moi, j'avais les deux. J'avais des podcasts que j'écoutais, des personnes en Amérique, etc. Mais Mhm. surtout, en fait, j'avais des amis à Strasbourg par rapport à mon sport, en fait, qui étudiaient à fond aussi. Et un ami à moi en particulier, en fait, Thibaut, qui m'a aidé beaucoup, en fait, à apprendre comment apprendre. En fait, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui est aussi devenu major de promo au final en AES. Et en fait, tous les soirs, j'allais chez lui, on allait à la bibliothèque ensemble, etc. On travaillait énormément. Et si j'avais pas eu un modèle comme ça, en fait, je pense que j'aurais pas réussi parce que, en fait, juste savoir à quel point les personnes travaillent, c'est quelque chose, en fait, c'est un secret, en fait, que la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens, en fait, ils savent pas à quel point les majors de promo, ils étudient. Ils pensent qu'on. Moi, ça m'est arrivé dans mes années au final, hein, ils pensent qu'on est juste des génies. Alors que c'est Mhm. pas vrai en fait. C'est comme si on était des bodybuilders qu'on va à la salle de gym tout le temps. Parce que moi, je me rappelle que j'allais à la bibliothèque le samedi matin à l'heure d'ouverture. Avant que ça ouvre, j'étais là. Quand il n'y avait pas d'examen, alors, l'examen il était dans 6 mois, j'étais déjà là-bas et je voyais les majors de promo qui étaient là. Genre les personnes qui me battaient, ils étaient déjà là en fait. Et Mhm. toi, t'es pas là, c'était pas là les samedis, c'était pas là les dimanches, c'était pas là les matins, tu te rends pas compte, tu penses que tout le monde fait la même chose que toi et qu'en fait, ils ont juste 16 de moyenne, comme ça, en fait. Ouais. Et en fait, de voir ces personnes qui font ça, de se rendre compte, en fait, qu'il faut vraiment travailler pour faire ça, c'est une différence énorme. Et c'est pour ça que m'entourer de ces amis-là, en fait, ça m'a vraiment aidé à ouvrir les yeux sur la tâche à accomplir, ce qu'il fallait faire et comment le faire aussi. Parce que c'est ça, en fait, il y a la transformation de soi, mais il y a même quand tu es motivé, que tu veux vraiment faire les choses, bah, qu'est-ce que je fais en fait? Je suis assis devant ma table, qu'est-ce que je fais? Comment je travaille? Quand t'as pas été entouré de personnes qui savent comment étudier et comment apprendre, c'est quelque chose vraiment qui prend du temps à acquérir et qui a une valeur incroyable. Mhm. Tu savais à peu près c'était quoi la voie par défaut pour toi avec les études d'anglais? Moi, j'avais aucune idée en fait. Donc, je voulais juste apprendre l'anglais et après voir. Pour moi, déjà, aller à la fac, c'était une grande étape. Donc, Ouais.
C'était déjà quelque chose, on me disait, ah, 0% des étudiants de bac pro vont à la fac, ils réussissent, personne ne réussit, tu vas pas réussir, blablabla. C'est la Donc pour moi, surdité. c'était déjà un challenge. Mais une fois que j'étais étape par étape, en fait, t'apprends. Comme t'as pas tes parents qui te disent, ah, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Bon, moi, si j'avais un enfant ou quand j'ai des personnes que je coach maintenant, je sais exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait. Mm. Mais quand tu avances comme ça un peu à l'aveugle, tu es dans le noir, tu touches, tu découvres en fait, petit à petit tu dis, ah ben maintenant je peux faire ça, je peux aller là, il y a cette option passerelle, et il y a cette option ça, je peux faire Ouais. ça. Et en fait cette découverte, pareil, ça prend énormément, énormément de temps. Et à chaque fois que tu t'atteins un certain niveau, ben, tu regardes le prochain niveau, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes options. Dans mon cas à moi, je suis allé à la fac, je suis allé en France. J'ai vu qu'il y avait l'option d'aller en Erasmus. J'ai travaillé pour. Je suis allé en Erasmus en Angleterre. Il y avait l'option de changer un peu ses études. Donc, j'ai fait un peu plus de sciences politiques, de relations internationales. Il y avait l'option de travailler en Angleterre, de faire mon master là-bas. J'ai pris cette option, etc., etc. À chaque fois, si tu peux trouver en fait quelle est ta meilleure prochaine étape, ça prend beaucoup de travail. Il faut parler à beaucoup de gens. Il faut être curieux. Mm. Il faut vraiment chercher parce que il y a rien qui va être juste présenté à toi parce que la plupart du temps, il y a plein d'options en fait qui sont cachées parce que ben, c'est dans l'intérêt de certaines classes sociales de pas te dire en fait quels sont les chemins à faire, comment arriver là. Mhm. Et c'est à toi de découvrir et vraiment de te battre pour trouver ces chemins. Et plus tu fais des écoles pas prestigieuses, les moins prestigieuses, et moins on te met en avant les outils de passerelle, etc. Si tu fais des écoles comme Polytechnique, si tu as, ou bien HEC, etc., on te met les stages sur un plateau, tu vois, c'est des grandes entreprises, tu peux juste, tu piques, limite, tu piques où tu veux aller. Et quand tu vas aller dans une fac pas forcément bien classée, ben, on te dit rien. On t'envoie juste un mail à un moment donné, oui, il y aura une conférence, il y aura une intervention tel jour. Si tu la rates, eh ben, t'auras tout raté. Et si tu y vas, ben, on te dit, voilà, c'est ça. Et il faut que tu ailles demander toi-même, poser plein de questions pour savoir exactement comment faire. Mais du coup, toi, tu es parti en Angleterre. J'aimerais savoir un peu quel a été l'impact d'aller en Angleterre pour toi. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après dans ton mindset? Ouais, je pense totalement. Déjà, la première chose, c'est la première fois que je suis allé, donc quand j'avais 19 ans, je parlais pas trop anglais. Euh, Mon objectif, en fait, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas beaucoup de budget. C'était vraiment de parler avec un maximum de personnes. J'ai pas pris de cours d'anglais, en fait. Et j'ai Mhm. eu beaucoup de chance, en fait. Il y avait une mosquée à côté de chez moi qui était super, en fait, C'était quoi le quartier? avec, à Poplar. Ok, Donc, c'est dans l'Est. Et il y avait une mosquée, vraiment, elle avait beaucoup d'activités. Il y avait des jeunes, ils organisaient des choses. trop Ils étaient bien. super gentils. Et j'ai rencontré un ami, en fait, qui au final, ben, ça fait 8 ans maintenant, on est super proches. C'est lui qui a signé, qui était témoin à mon mariage, etc. Et il m'a aidé énormément, en fait. C'était un peu un pari pour moi parce que je me suis dit, je reste au minimum 3 semaines. C'était assez dur, hein. Je suis parti tout seul, je connaissais personne. C'était l'époque où il n'y avait pas tant Internet comme ça, il n'y avait pas les smartphones, j'avais pas Internet dessus. J'avais une carte Google Maps pour trouver là où je devais dormir. Donc c'était vraiment un pari. Et je suis resté 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'ai commencé à avoir quelques amis, ça allait un peu mieux. Et cet ami-là m'a vraiment aidé. Tous les jours du Ramadan, il m'a invité chez lui, sans exception. Ouais. Et il m'aidait à parler, il m'aidait à apprendre. Et en fait, il m'a vraiment inspiré parce qu'il avait une vie incroyable par rapport à son schedule, en fait, par rapport à son emploi du temps. Il avait 3 enfants déjà. Ouais. 3 enfants, il était sur le board, donc il manageait la mosquée. Il était sur le board de la mairie, donc il s'occupait de certains projets culturels. En même temps que ça, il travaillait, c'était le seul qui travaillait chez lui. Sa femme, elle s'occupait des enfants, il s'occupait aussi de ses 2 parents âgés. Donc il avait un emploi du temps qui était ridicule, il avait 5 vies, et moi je me disais, au final, quand je vois en France que voilà, on fait presque rien en finale et on avance au ralenti. Et quand je voyais tout ce que ces personnes y faisaient, il n'y avait pas que lui, mais là je parle de lui. C'était vraiment inspirant en fait de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait dans la vie et à quel point les barrières qu'on avait en France, elles n'existaient pas forcément partout. Et à Mhm. partir de là, ouais, il y avait un avant, un après. Après, le deuxième, je pense, c'était quand je suis allé à la fac vraiment en Angleterre, à Birmingham. J'ai vu la différence entre la fac anglaise
et la fac en France, elle est incroyable. Ok, on paye cher en Angleterre, mais si tu veux, c'est un peu comme en Amérique où t'as des clubs. À Birmingham, tu avais 210 clubs, dont saut au parachute et jet ski, etc., où tu pouvais t'inscrire et faire ces activités. Il y avait énormément de choses, il y avait toujours des choses qui se passaient. Et ça avait rien à voir vraiment avec la France. La fac en Angleterre, c'est une expérience plus que l'apprentissage en fait. Ça Ouais. t'apprend à faire les choses de toi-même, à poursuivre ce qui t'intéresse, à être entrepreneur un peu, parce que tu as énormément de liberté par rapport à ce que tu apprends, tu as moins d'examens, tu as plus de travail de recherche personnelle, etc. C'est plus plaisant. Ça, ouais, il y avait un avant, un après à 100% parce que la fac anglaise, elle te montre que tu peux créer la vie que tu veux en fait. Hmm. Ça, c'est marrant parce que j'ai interviewé quelqu'un récemment là, qui a fait les études aux États-Unis, pareil, qui avait fait un an en France et qui a abandonné tout de suite. Il a dit, c'est pas pour moi. Il est parti aux États-Unis et il a dit la même chose que toi pour la fac. Aux États-Unis, il a dit qu'il ne regrettait pas du tout et que oui, il y avait une grosse différence. Alors certes, en France, oui, c'est gratuit la fac, mais, euh, mais la qualité de sur certaines choses n'est pas comparable en fait avec ce qui est produit, ce qui est proposé chez les facs anglaises et américaines. Enfin, ça, c'est des feedbacks que j'ai de beaucoup de personnes, hein. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu me dis, c'est que par rapport à la vie que tu as à la fac en France, la vie, elle se résume quasiment à dormir et travailler, en fait. Et si tu veux être bon, si tu veux avancer, tu dors, tu te lèves, tu travailles. En fait, c'est pas plaisant en soi. Tu dois vraiment te Ouais. motiver. Tu dois te motiver et c'est difficile. Alors que les expériences que les gens racontent pour l'Angleterre et les États-Unis, c'est pas du tout pareil, en fait. Tu travailles, certes, mais tu t'épanouis et tu progresses dans ton cheminement professionnel et académique. Ouais, et t'as beaucoup moins d'heures aussi, hein. Ça, quand j'en parle aux gens en France, ils sont un peu étonnés. En fac en Angleterre, tu as 6 à 8 heures de cours par semaine, en fait. Mhm. Et tu prépares les cours, ça te prend beaucoup de temps. Donc pour chaque cours, si tu voulais vraiment faire les choses, hein, peut-être il te faudrait 4 heures de travail à perso. Donc au final, ça te fait beaucoup de travail toi-même. Mais si tu voulais juste aller au cours, ça te prend pas beaucoup de temps en fait sur ton emploi du temps, les cours. Donc Ouais, moi, quand je faisais mon master, donc je le faisais à temps partiel, mais même, j'avais que 2 heures par semaine des fois. Donc ouais, 2 heures de cours. Et le reste, c'était du travail perso, c'était de la recherche personnelle. Mais il te donne aussi, il te laisse du temps en fait pour faire ces choses-là, pour aller aux activités, pour aller aux conférences. Il y a des conférences incroyables. Il y a des gens qui viennent des fois, la dernière fois à la fac à côté de chez moi, il y avait Hillary Clinton. C'est des genres de trucs que tu veux pas manquer non plus. Donc ils savent qu'il y a beaucoup de choses qui vont t'aider dans ton développement personnel, plus que de rester assis et mémoriser des choses dans un livre. Et aussi la mémorisation en Angleterre, ça se fait pas beaucoup, hein. Donc quand tu as des devoirs en Angleterre, tu le fais chez toi et tu as accès à Internet, tu as tout ce que tu veux. Parce qu'ils s'en fichent un peu. Ils savent que tout le monde a accès à Internet tout le temps. C'est pas dur en fait de faire ça. Tu peux payer un assistant à 5 euros sur Fiverr il va faire la même chose. Ce qui est dur, c'est la réflexion, c'est penser critiquement et trouver une solution par rapport aux informations que tu as. C'est l'application en fait de ce que tu as. C'est ça ils sont intéressés à ça en Angleterre. Et c'est pour ça que quand tu as des gens qui viennent de France, mais en plus quand tu as des gens qui viennent de Chine, où ils ont un parcours où c'est juste apprends par cœur et répète, ils galèrent à mort en Angleterre parce que c'est vraiment une façon de faire les choses qui est complètement différente. Faut que tu ouais. réfléchisses, faut que tu donnes ton avis, voilà, faut que tu sois critique. Et ça, c'est ça qui recherche en fait, plus que ah, je répète ce que j'ai lu sur Internet. Ok. Tu es resté en Angleterre après tes études. Tu as eu l'opportunité d'avoir un travail assez rapidement, je crois juste après tes études, Ouais, quelques jours après, ouais. ouais, chez YouGov. Ouais, Donc, tu disais que c'était une entreprise qui faisait des études de marché pour des clients. ouais. Est-ce que en termes de ce que tu voulais faire, ce que tu as appris dans ton master, c'est quelque chose qui t'épanouissait en fait, de continuer dans ce domaine-là, de travailler dans ce domaine-là? Ben, à la base, en fait, moi, je suis allé à YouGov parce que la marque, elle est énorme en Angleterre. Et en fait, quand tu finis tes études en Angleterre, c'est pas tout rose, hein. Il y a 30% des étudiants qui regrettent avoir étudié en Angleterre parce qu'il n'y a pas Mhm. assez de jobs, en fait, de travail, qu'ils appellent ça des graduate jobs. Donc des travails, en fait, qui sont faits pour les diplômés. Donc ça, c'était quand même un travail dans une entreprise, c'était un sort de graduate job. La marque était reconnue
Et même si j'allais pas forcément faire exactement ce que je voulais et ce que j'avais fait en master, ce qui était important, c'était que je travaillais quand même dans quelque chose qui était connecté. Donc, c'était des études de marché, souvent pour des entités politiques. C'était savoir les intentions de vote, etc. Donc, ça, c'était intéressant. Et je savais que, au final, c'était la première étape, c'était mon premier travail. Je pourrais rebondir plus tard, faire quelque chose d'autre. Donc, ça, c'était un peu. Et c'était pas forcément ce que je voulais faire parce que moi, je voulais pas travailler à Londres, c'était trop cher. Et Ouais. je voulais pas trop faire du business, ça m'intéressait pas trop. J'étais un peu plus idéalistique. Mais je suis assez content en fait je suis resté 2 ans. Au final, je suis assez content parce que j'ai vu que la bureaucratie, ce que je voulais faire à la base, c'était pas du tout ce que je voulais parce que des choses bougeaient trop lentement. Tu pouvais pas avoir un impact. Moi, j'étais cet étudiant en sciences politiques qui voulait faire des choses. Au final, je voyais que tu pouvais rien faire. Si j'avais fini à Bruxelles, si j'avais fini à Londres en politique, au final, j'aurais pas eu d'impact en fait et j'aurais juste été frustré et en anglais, on appelle ça disillusioned. Donc, t'es un peu, voilà, tu retombes sur terre, tu vois que tu peux pas faire ce que tu voulais faire. Alors que dans le business, tu peux faire quand même beaucoup plus de choses, surtout en Angleterre. Le marché a une présence incroyable ici. Le marché fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Mhm. choses que tu peux faire par rapport au marché que tu peux pas faire avec le gouvernement. Et c'est pour ça, au final, que j'ai créé Média en Angleterre, qui est un service qui n'est pas une association, qui n'est pas gouvernemental, mais qui est payant, mais qui apporte un changement aux gens qui est réel dans leur vie, qui change, Mhm. qui prend quelqu'un en France, qui lui donne un travail en Angleterre, qui lui donne des opportunités dans d'autres pays anglophones. C'est Ouais. payant, mais voilà, ça a un impact positif. Et c'est pour ça que rester dans le marché et dans une société privée, en fait, pour moi, c'était au final la bonne chose parce que l'impact est plus grand, tu peux faire plus de choses et au final, t'es payé aussi. Parce que je parle à énormément de personnes qui ont fait les mêmes études que moi et même dans la communauté musulmane qui veulent travailler dans une association, qui veulent faire de l'associatif, surtout en France, parce que comme la France est encore un pays assez socialiste, ils veulent pas aller dans le business, ils voient ça comme quelque chose de mal. Au final, c'est ce que t'en fais toi-même. Est-ce que tu veux être une force pour le bien, une force pour le mal? Le business, c'est seulement un outil. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, s'ils tombent dans un business, vraiment un bon business qui est humain, etc., ils verront que il y a beaucoup à prendre dans le business au final. Ok. Tu as commencé cette aventure, enfin cette aventure, c'est un side project pour le moment, donc c'est un projet à côté de ton travail actuel. Il y a environ, il y a quoi, il y a quelques mois, 6 mois. Ouais, j'ai commencé en novembre, donc ouais, un peu plus de 6 mois. Ouais. Depuis que tu as commencé, le public que tu as, c'est quel type de public? Et la deuxième question aussi qui est liée à ça, c'est quelles sont les raisons qui poussent ces personnes-là à vouloir partir de la France? Alors c'est une très bonne question par rapport aux personnes. Donc la plupart de mon audience, c'est des personnes de mon âge à peu près. Donc il y a un groupe 18-24 ans et il y a un plus grand groupe 24-30 ans ou 32 ans. Et ça, c'est principalement les gens qui me suivent. Et après, par rapport à ça, c'est un peu toujours le même profil, surtout ceux qui passent à l'action. Mhm. C'est des personnes qui sont en France, qui sont pas satisfaits de leur situation et qui veulent vraiment changer les choses et sont prêts à avoir une transformation totale de leur vie. C'est des fois des personnes qui ont des familles, hein. C'est des personnes, j'ai aidé une personne là, la semaine dernière qui avait 3 enfants, qui a décidé de tout plaquer en France, d'aller en Angleterre avant le Brexit, et maintenant qui cherche un travail. Ou c'est des personnes voilà, qui ont des diplômes en France. Il y a des jeunes diplômés aussi et qui trouvent pas de stage, même pas de stage. Ils n'arrivent même pas à trouver un stage et ils se disent c'est pas possible. Ces personnes, il y a aussi. Principalement, moi, le segment en fait que vraiment je pense que j'apporte le plus d'aide, c'est les femmes voilées en France, diplômées. Ça, c'est vraiment un segment qui est incroyable parce que bah, c'est des femmes déjà, donc c'est pas non plus la démographie qui est la plus simple. Ils ont le voile, donc en France, ils peuvent pas travailler dans ce qu'ils veulent. Et ils sont Mhm. diplômés, ils ont des compétences incroyables. Donc au final, c'est des personnes ambitieuses et qui sont frustrées parce qu'elles sont en France, elles ont tout fait, mais ils peuvent pas, même pas trouver un travail, ils peuvent même pas trouver un stage.
et ils sont obligés de sacrifier en fait leur carrière juste pour leurs convictions personnelles. Ou bien parfois ils sacrifient leurs convictions personnelles pour avoir un travail. Ouais, j'ai parlé à des personnes qui faisaient des choses, tu te dis que ça devrait pas exister en France. Peut-être dans un pays, je sais pas, dans le communiste sous Staline, mais pas en France. Des personnes quand ils sortaient de leur voiture, ils enlevaient leur voile, ils devaient, voilà, ils changeaient Hmm. complètement leur personnalité juste par rapport à leur emploi. Et il y en a vraiment, tu vois, quand tu leur parles, ça les détruit intérieurement de faire ça. Ils sont pas contents, ils sont frustrés, ils savent qu'ils font un sacrifice, ils se sentent mal. Et en fait, c'est là où tu peux vraiment apporter une aide incroyable parce que ces personnes, ils ont pas beaucoup d'options en fait en France, malheureusement. Ils ont soit Hmm. l'option d'aller faire femme de ménage ou parce qu'ils sont femmes de ménage, leur voile il est accepté parce que c'est un peu l'image qu'on a de ce genre de personnes. Ou Hmm. alors ils abandonnent leur voile et ils peuvent aller dans un travail où ils vont monter très lentement parce que ça reste des femmes, ils restent musulmanes. Ou alors, ben, elles abandonnent tout, elles travaillent pas et elles restent à la maison et elles ont fait toutes ces études pour rien et on va les accuser d'être oppressés par la communauté Ouais. musulmane parce qu'ils travaillent pas. Ou de pas s'intégrer suffisamment. Voilà, voilà. Donc ils sont dans une situation qui n'existe pas dans les autres pays en fait. Et quand ils se rendent compte que ben, cette situation, elle est très particulière, elle est très française, ils se disent que ben il y a d'autres possibilités, j'ai pas à faire des sacrifices, je peux avoir ma carrière, je peux avoir ma vie personnelle, et il y aura pas de problème par rapport à ça. Au contraire, la diversité peut être appréciée. Et c'est ces personnes-là, en fait, quand je les aide, que je vois vraiment où le changement sur leur vie, il est dramatique, en fait. Ouais. Et un aspect aussi que moi, en tant que homme, que je m'étais pas rendu compte, mais je m'en suis rendu compte après m'être marié, après avoir parlé beaucoup à ma femme, c'est qu'en fait, tout ça, là, le fait de devoir cacher son foulard, ou bien de porter, tu vois, une sorte de chapeau ou un turban, ou complètement ne pas le porter du tout, en fait, c'est extrêmement traumatisant pour ces femmes-là. C'est très, très difficile, en fait. Et quand ces personnes-là ont l'occasion de partir, d'aller travailler dans un autre pays, c'est encore plus traumatisant parce qu'ils se rappellent que, en fait, ce que j'ai vécu, c'était complètement fou, en fait. Ouais. Du coup, ils se rappellent et il y a un traumatisme vis-à-vis de la France et une sorte ouais, de sentiment négatif aussi. Et j'imagine que ouais, tu dois avoir ça parmi les Français, les Françaises musulmanes en Angleterre, où c'est pas normal, en fait, ce qui se passe en France. C'est pas acceptable. Et, ouais. Et du coup, tu dis que le segment que tu aides beaucoup, c'est les femmes voilées musulmanes. Ouais, peut-être c'est 30% du segment D'accord. de l'audience, en fait, et des personnes que j'ai aidées récemment. Mais c'est le segment que moi que j'ai identifié où j'apporte le plus de valeur, D'accord. certainement, parce qu'elles ont aucune autre option. Il y a des Hmm. gens, il y a des hommes qui ont des diplômes ou alors qui n'en ont pas, qui évidemment ça change leur vie de venir travailler ici, d'avoir une carrière, des expériences internationales. Mais en France, ils arrivent quand même à faire des choses. Il y en a qui ont ouvert leur propre business. Il y en a qui ont, voilà, ils ont déjà un CDI à Paris, etc. C'est juste qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais ces personnes-là, elles peuvent pas avoir un CDI à Paris, ils peuvent pas faire le travail qu'ils veulent. Elles ont vraiment, vraiment pas beaucoup d'options en fait. Elles sont contre un mur et elles sont super frustrées en fait. Hmm. Ok. Et du coup, les autres segments, tu me disais, le reste, c'est des hommes et des femmes assez un peu variés, mais C'est plutôt un des peu gens qui sont varié, ouais. des gens qui sont déjà diplômés en général. Franchement, peut-être sur le 50-50, hein, il y a des gens qui ont pas de diplôme. Là, cette semaine, enfin hier, j'ai aidé quelqu'un qui a ouvert des restaurants, des snacks hein, en France et qui vient s'installer ici, qui a aucun diplôme, mais je lui dis peu importe parce que tu as déjà 15 ans d'expérience à créer des business qui marchent. Et voilà, il sait pas encore ce qu'il veut faire ici, mais on discute des idées, mais pas forcément des gens diplômés en fait. Après, Hmm. ça, mais aussi, il faut savoir que ça, c'est les gens qui ont réussi à avoir le droit de venir avant le Brexit. Donc, ils sont venus ici en décembre 2020. Mais les gens qui viennent après le Brexit, il faudra qu'ils ont un diplôme, ouais. D'accord. Ok, bah ça justement, on peut en parler du coup. Quels sont du coup les moyens de venir travailler, surtout après le Ouais. Brexit?
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte en fait de l'impact du Brexit, à quel point c'est quelque chose, voilà, dans notre vie, on n'a pas vu ça. Enfin, ça fait plus de 100 ans qu'il n'y a pas eu un événement aussi dramatique en Angleterre, je pense, politiquement. Et ça change vraiment tout en fait. C'est comme si vous me disiez, OK, je veux aller travailler aux États-Unis demain. Voilà, et c'est pas si simple que ça en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses à faire. Et maintenant, l'Angleterre, c'est un peu pareil. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, faut un visa de travail. Et ce visa de travail a quelques conditions. C'est pas toutes les entreprises qui peuvent sponsoriser un visa. Faut qu'elles soient, qu'elles aient l'habilité à sponsoriser un visa. Faut que votre salaire, il soit d'un certain salaire en fait. Vous pouvez pas toucher le SMIC. Faut que vous gagniez à peu près 25 000 livres par an, ce qui est un salaire de base moyen quand vous sortez de la fac en fait, en Angleterre. Les salaires ils commencent bas en fait en Angleterre et ils montent assez vite chaque année. Et faut que vous ayez un niveau d'anglais assez bon en fait, pas non plus extraordinaire, mais il faudra passer un test et il faut avoir, faut passer le test avec Le un TOEFL? certain niveau d'anglais. Le TOEFL c'est un peu américain, la plupart du temps c'est l'IELTS, IELTS. Ok. Ça, c'est le test qui est anglais en fait. Si vous voulez venir en Angleterre, c'est mieux de faire ce test. Et je vous conseille, en France, malheureusement, il n'y a que 4 endroits pour le faire. Donc la plupart du temps, il n'y a pas de place. Moi, je l'ai fait en Allemagne. Comme j'habitais à Strasbourg, c'était pas loin. Euh, et ça, c'est les 3 premières choses. Après, il y a des choses qui aident. Le niveau de diplôme, si vous avez un master, c'est mieux que d'avoir une licence. Après, il y a des choses assez ridicules. Si vous avez un prix Nobel, si vous avez une médaille olympique, vous gagnez plus de points. Mais au final, c'est un système à points où il faut que vous atteigniez 70 points. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être remplacées en fait. Même si vous avez 70 points et que vous n'avez pas une offre de sponsor, vous ne pouvez pas venir en fait. Donc même si vous avez un prix Nobel, une médaille olympique et un niveau d'anglais incroyable et que vous avez 70 points, sans offre d'emploi, vous ne pourrez pas venir en Angleterre travailler. Et donc les petits boulots saisonniers pour apprendre l'anglais, etc., pour l'instant, on ne voit pas cela à l'horizon. Peut-être que le gouvernement va décider de créer des visas saisonniers un peu plus en fait par rapport à ce problème parce que là il y a un problème, il y a énormément de manque de personnes dans les cafés et les restaurants en ce moment. Mais Hmm. pour l'instant, c'est un peu bloqué ce niveau-là. Donc c'est les personnes qui peuvent venir ici après le Brexit, c'est les personnes qui ont un diplôme, c'est les personnes qui ont des compétences recherchées en Angleterre. Après les francophones, ça recrute beaucoup de francophones hein, parce que il y a beaucoup de boîtes basées ici qui targetent le marché français. Et c'est des personnes aussi qui ont un certain niveau d'anglais. Donc moi, quand j'aide les personnes, la première chose que je fais, ben, je regarde leur niveau d'anglais, je leur donne des conseils pour l'améliorer, je regarde leur profil et je réfléchis à comment est-ce qu'on pourrait les vendre sur le marché anglais, que je connais assez bien. Mais sinon aussi, je peux aider les personnes à avoir un profil qui peut être placé sur d'autres marchés, donc à Dubaï ou en Irlande, etc. D'accord. C'est possible de trouver un travail sur place en venant en tant que touriste? Alors c'est une bonne question. Techniquement c'est possible, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est un peu plus dur en ce moment. Il faut savoir que le Brexit et l'Angleterre en général, c'est un pays où les lois ne sont jamais vraiment claires. Donc c'est un peu, il y a beaucoup de liberté en fait ou de leeway. Donc les gens ils ont beaucoup de place pour prendre leurs propres décisions. Donc là je parle de la police, je parle des gens aux frontières, etc. Donc techniquement dans la loi, vous avez le droit de venir ici en tant que touriste 6 mois et faire ce que vous voulez en fait. Mais c'est devenu un peu plus strict à la frontière. Donc on voit des personnes qui se font arrêter, des Français, des Espagnols, etc., qui se font arrêter à la frontière ou qui doivent rester plusieurs jours dans une pièce comme s'ils étaient en garde à vue parce que Pourquoi? on ne sait pas pourquoi ils viennent en fait. C'est comme ils sont Mhm. traités comme si voilà comme s'ils venaient en tant que personnes illégales en fait. Et on leur pose beaucoup de questions. Il y a des personnes qui se font rejeter parce qu'ils n'ont pas de billets de retour, etc. Et il y a même des personnes qui ont fait ce cas que tu mentionnes, qui sont venus parce qu'ils avaient un entretien d'embauche. Et ça, tu as le droit dans la loi hein, par rapport au contrat qui a été mis en place après le Brexit. Mais si tu tombes sur une personne, tu n'as pas de chance à la frontière, tu tombes sur une personne un peu qui a voté Brexit, qui n'aime pas trop les immigrants d'Europe, ou alors qui ne connaît pas vraiment la loi, il y a il y a moyen que tu te fasses rejeter. Et il y a beaucoup d'articles dans la presse comme ça qui se plaignent en fait de ce manque d'information ou alors de ce manque
de mise en place de la loi aux frontières, en fait. Donc, mieux vaut venir en tant que touriste de base et rien dire sur ses intentions. C'est plus Vaut mieux facile. vraiment savoir ce qu'on fait, en fait. Ouais, vaut mieux venir en tant que touriste de base, mais vaut mieux vraiment connaître la loi, avoir les preuves, pouvoir pousser, en fait, si la personne vous dit non, Aussi. de rester sur ses fermes, Après, en tant qu'agent d'immigration, il n'a pas à savoir exactement si on fait une partie de notre voyage en tant que touriste, on peut lui dire qu'on vient en tant que touriste et d'autres choses qu'il n'a pas à savoir, forcément. Ouais, il n'a pas à savoir, mais vaut mieux venir avec toutes ces preuves, c'est-à-dire venir avec le billet retour déjà. Ouais, et le billet retour, oui, Euh, c'est sûr que si t'as pas le billet retour, ouais, si vous c'est avez pas des bon amis signe. sur place, si vous avez des amis sur place, ils peuvent vous écrire une lettre pour vous dire que vous venez chez eux, ce genre de choses. Ça aide vraiment à qu'il n'y ait aucun problème, surtout que la plupart du temps, les gens qui viennent pour un entretien, ils viennent un week-end ou ils viennent 4 jours. Donc c'est bien vraiment d'avoir ce genre de documents parce que si vous vous faites rejeter, peut-être vous ratez votre Ouais, rendez-vous entretien. physique en fait. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai que dans plusieurs pays, ils nous demandent si on a un contact sur place, un ami, un numéro de téléphone, et ça rassure, ça réduit les chances d'avoir des problèmes en général. Ok, cool. Comment est-ce qu'on prépare en tant que n'importe quoi étudiant ou bien en tant que, on peut parler pour les deux, hein, en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel, comment est-ce qu'on prépare au mieux une expatriation, donc en termes de préparation ouais, d'épargne, de dossiers administratifs, etc. Comment se préparer au mieux? En Angleterre, du coup. Ouais, pour venir en En- Angleterre. Ouais, après, je pense qu'une expatriation, on n'est jamais 100% prêt, hein. Mais les conseils que je donnerais, bah, c'est déjà de venir en tant que touriste. Surtout si vous êtes de France, essayez de faire quelques petits voyages ici. Surtout les personnes qui ne savent pas dans quelle ville ils veulent s'installer. L'Angleterre, c'est vraiment très très différent. Le Nord, c'est très différent du Sud. Londres, c'est différent de tout le reste. Donc vraiment, préparez-vous à venir ici. Ça vous préparera psychologiquement, mais aussi des choses auxquelles vous vous attendez pas et que vous allez découvrir ici juste en venant, que même si vous lisez 40 guides sur venir s'expatrier en Angleterre, venir ici en tant que touriste, ça fait toujours la différence. Il y a toujours des personnes, même quand on les prépare à 100%, ils découvrent des choses quand ils viennent ici. Donc ça, c'est mon conseil, mon premier conseil. Après, regardez un maximum de choses sur YouTube. Il y a énormément de contenu. Ma chaîne, elle est en train de grandir, elle est encore petite, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent ici, qui parlent de leur vie et que ça vous donne une idée comment se préparer vraiment, à quoi s'attendre, quelle est la vie. Administrativement, c'est assez simple en Angleterre. Tout peut être fait en ligne, tout est assez rapide. Des fois, je parle avec des gens qui veulent créer une entreprise, par exemple, ils veulent de l'aide, ils ne se rendent pas compte que ça prend 15 minutes et ça coûte 15 euros et ça se fait en ligne pour créer une entreprise. Il n'y a pas besoin de dépenser 200 euros et de payer quelqu'un pour le faire. Tout est assez simple en Angleterre administrativement et tout se fait sur ton téléphone ou alors en ligne. Donc par rapport à ça, il y a pas trop d'inquiétude en fait. Ce qui est Mhm. important quand on vient s'expatrier ici, c'est la langue et c'est pour moi principalement d'avoir une bonne présence en ligne. Donc un bon CV, un bon LinkedIn, ça fait la Ouais. différence. Je parle avec beaucoup de personnes en France qui ont pas en fait de LinkedIn et qui ont juste leur CV. Ils se rendent pas compte en Angleterre que la plupart des offres d'emploi, le marché du travail est principalement sur LinkedIn. Donc moi, Mhm. j'ai jamais eu de travail avec mon CV en fait. Mhm. J'ai eu des entretiens et tout, mais les offres d'emploi elles sont toujours venues sur LinkedIn où des entreprises sont venues me contacter, où j'ai commencé à parler à des recruteurs. C'est comme ça que j'ai eu mon travail à YouGov, à Euromonitor et le reste. C'est Ouais. comme ça que j'ai eu des entretiens avec Facebook, etc. Donc, c'est ça, ce que je leur conseillerais, c'est vraiment préparer leur présence virtuelle, en fait. Parce Oui. qu'en Angleterre, c'est important. Oui. Même un peu partout, en fait. Même en France, même ici à Singapour, c'est vrai que la présence en ligne, en fait, elle permet d'avoir beaucoup d'opportunités de job hunter, comme on nous appelle, des recruteurs, des chasseurs de tête, plutôt, en français. Et ouais, c'est un bon conseil. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui te plaît en Angleterre? Moi, ben, j'aime bien le fait que bah, c'est très divers, Londres surtout. Il y a beaucoup. En fait, en Angleterre, surtout à Londres, tu peux être n'importe qui, tu peux faire n'importe quoi et personne va s'inquiéter de toi, en fait. Personne va se dire. Il y a beaucoup de personnes dans mon quartier, s'ils marchaient comme ça en France,
il se ferait attaquer en fait. Il se ferait insulter. En Angleterre, peu importe ce que tu fais ou ce que tu es, surtout à Londres, personne va se poser de questions, personne va te regarder. Tu Mhm. peux être ce que tu veux ici, il n'y a aucun problème. Je pense que ça, c'est la première chose. Le fait que ce soit vraiment, vraiment compréhensif, il y a un environnement où on ne te juge pas, où même si tu as les diversités, ben, elles sont vues comme des forces. Et la deuxième chose, c'est l'aspect le capitalisme en Angleterre. En fait, c'est lié en fait. Parce que comme en Angleterre, c'est un pays plus capitaliste comme Singapour d'ailleurs, on va pas te regarder comme voilà, tu es une personne musulmane, t'as la peau foncée. On va te regarder comme ben, à quel point cette personne peut apporter à mon entreprise, qu'est-ce qu'elle peut m'aider à faire et quelle est sa valeur économique au final. Et c'est Mhm. ça plutôt que ta couleur de peau. Et c'est un peu un argument un peu plus philosophique, mais comme en France, c'est un pays plus socialiste et la croissance est assez basse en fait, la personne qui te recrute, elle peut se permettre de ne pas juger tes compétences et ce que tu vas apporter à l'entreprise, mais te juger par rapport à des choses comme ta couleur de peau, ton nom et ta religion. En Angleterre, Mhm. on ne peut pas se permettre de faire ça. La compétition, elle est trop élevée, il te faut les meilleures personnes et les personnes, le manager va juste s'intéresser à, évidemment, si tu as la bonne culture, tu as la bonne attitude pour bien évoluer dans la boîte, mais qu'est-ce que tu peux apporter à la boîte, c'est ce qui est le plus important ici. Le reste, c'est Mhm. vraiment, c'est pas considéré. D'accord, trop bien. Je pense qu'on a à peu près la même chose, comme tu dis, à Singapour, c'est un peu similaire et peut-être aussi pareil aux États-Unis, plus ou moins similaire. Ouais, parce que c'est un peu logique en fait. En France, comme, comme je dis, comme c'est un pays socialiste, il y a beaucoup d'aides, la croissance est assez lente. La personne qui va te recruter, elle a pas la pression en fait. Peu importe Ouais. si tu fais bien ton travail ou si tu restes juste sur ta chaise, il n'y a pas trop de problème. Donc elle peut se dire, ok, je vais prendre quelqu'un qui me plaît, je vais prendre quelqu'un qui me ressemble, je vais prendre quelqu'un que je connais, plutôt que ben, j'ai vraiment besoin de prendre quelqu'un qui va faire son travail, qui va apporter des résultats parce que ben, j'ai besoin de performer en fait. Et Mhm. il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je peux pas me permettre de prendre mon ami ou je peux pas me permettre de prendre quelqu'un qui a la même couleur de peau que moi juste parce que ben, ça me plaît. Je peux pas me Ouais. permettre de faire ça en fait. Ok, d'accord. Je vais parler maintenant d'un autre aspect de ta vie. Depuis plusieurs années, tu as fait beaucoup d'événements en tant que public speaker et tu as aussi écrit beaucoup d'articles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect que tu n'es pas obligé de faire et que tu fais en plus? Pourquoi tu fais ça et comment tu fais ça? Ouais, ben, à la base, la motivation et le projet, ben, il est aligné par rapport à ce que je fais avec Mehdi en Angleterre. C'était vraiment essayer de montrer aux gens que c'est possible, essayer de leur montrer des nouveaux chemins de vie qui sont possibles, qui sont réalisables, surtout avec la communauté musulmane en France, qui n'a pas en fait cette vision, qui ne sait pas il y a d'autres choses qui sont possibles plutôt que de faire Uber ou d'ouvrir un snack, même si ça reste, je crache sur aucun travail, mais il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire quelque chose de différent, qui ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'il y a d'autres chemins qui sont là et qui doivent être créés. Et comme moi, je suis allé un peu dans le noir, où j'ai dû couper les mauvaises herbes pour créer mon chemin, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de travail et de réflexion. Et voilà, des fois, j'ai pas pris le bon tournant, j'ai dû retourner en arrière, etc. Si j'avais eu une personne qui me disait, ou que j'avais pu voir une personne qui avait fait un peu ce que j'avais fait, ou alors qui avait donné des indices, ça m'aurait vraiment aidé dans mon parcours. Mhm. Donc l'idée, c'était un peu ça. C'était j'ai réussi à faire ça. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient faire la même chose. Pourquoi ne pas leur montrer que c'est possible, que c'est réalisable, que ça se fait assez simplement quand on a la carte. Et c'est pour ça que j'ai écrit des articles, j'ai commencé à parler. Mais c'est aussi parce que, au final, moi, je vois des injustices incroyables en France où voilà, la communauté musulmane, c'est des citoyens de classe secondaire et qu'on dirait que personne s'en rend compte en fait. Mais en fait, Mhm. c'est en France, hein. En France, personne n'en parle vraiment. Mais en dehors de la France, si tu veux, des fois, je parle à des gens, ils savent qu'en France, euh, la France, c'est un peu comme les États-Unis avec les Noirs, en fait. Ben, c'est la France et les Maghrébins.
Il y a des gens qui savent ça, en fait. Et il y a des Hmm. articles dessus. Il y a des groupes qui sont créés, pas juste des musulmans, mais des personnes qui s'occupent des droits de l'homme, etc. Mais en France, on ne se rend pas compte. Et mon travail, en fait, l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose où je montre que en France, il y a des problèmes. Ces problèmes, ils ne sont pas adressés, ils ne sont pas quantifiés, on n'a pas les statistiques, on ne sait pas ce qui se passe. Et Mhm. il y a une raison pour laquelle c'est ça, parce que ce que tu veux pas changer, tu le comptes pas au final. Tu vas, si demain on commence à faire des statistiques sur le nombre de Maghrébins qui habitent dans un quartier, combien est-ce qu'ils gagnent, quelle est leur vie, quelle est leur espérance de vie même. Si on Ouais, commence à avoir ces statistiques, il y a beaucoup de questions qui vont émerger. Et ouais. comme on n'a pas ces statistiques, eh ben, on ne se pose pas ce genre de questions. Et moi, mon objectif avec les articles, parler dans les écoles, parler dans les endroits comme la Commission européenne, c'était un peu de leur dire qu'il faut se réveiller et qu'il faut vraiment jeter un œil à ce qui se passe en France parce que Hmm. c'est du gâchis, c'est des injustices. Dans le pays des droits de l'homme, ça ne devrait pas arriver. Et on ne se rend même pas compte à quel point la situation est mauvaise dans les quartiers en France et dans les opportunités qu'on offre aux jeunes. Certains d'entre eux, comme dit, qui, quand même, en dépit de leur situation, ils ont les diplômes. Et même après ça, eh ben, il y a toujours l'environnement racisme, de discrimination français qui fait qu'ils ils peuvent pas faire fructifier ce qu'ils ont au final. Ouais. Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand on nous dit oui, mais l'éducation est gratuite, au moins en France, tu as l'opportunité de faire ce que tu veux. Techniquement, oui, tu peux accéder à tout ce que tu veux. Mais en fait, la facilité d'accès est totalement différente par rapport à d'autres classes sociales. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tu sais, quand tu pars dans un autre pays comme ça et que, entre guillemets, on crache un peu sur les blocages sociaux et les difficultés qu'il y a. On nous dit oui, vous avez eu l'éducation gratuite ou presque gratuite et vous osez cracher dessus. Mais non, c'est pas qu'on crache dessus. Déjà, premièrement, c'est pas gratuit. C'est nos parents qui payent avec leurs impôts. Ça n'a jamais été gratuit. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on a réussi que toutes ces discriminations sont acceptables. On peut très bien réussir et critiquer ce qui se passe. Donc oui, je te suis totalement. Et moi, j'aimerais bien aussi pouvoir agir dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je te posais ces questions par rapport à des activités, des articles que tu as écrits de public speaking. Je trouve que c'est très bien de raise awareness, comme on dit, de réveiller les consciences à ce sujet-là. Je trouve que c'est très bien. Écoute, Mehdi, on a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser. On va finir un peu sur deux, trois petites questions avant de clôturer. Est-ce que tu as une routine qui t'aide, toi, dans ta vie à progresser? Alors, j'avais une routine pour les études. Comme j'ai dit, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Donc, Mhm. par exemple, travailler de 9 heures à midi tous les jours, enfin tous les week-ends déjà. Mhm. Travailler de 8 heures à 11 heures, étudier tous les jours, peu importe ce qui se passe. Ça a fait vraiment fait la différence. Depuis que je suis dans le monde du travail, j'ai eu du mal parce que moi, j'avais une routine de lecture qui était assez grande en fait. Donc, j'ai lisé une cinquantaine de livres par an et j'ai eu du mal quand vraiment j'ai pas pu pouvoir faire ça parce que voilà, j'ai travaillé. Après maintenant, bon, je me plains pas, mais je me suis marié donc j'ai encore plus de choses à faire. Donc je peux lire moins, mais j'ai toujours ma routine de lecture. Donc moi, c'est les samedis matins. Déjà, c'est là où c'est ma routine de lecture et les soirs avant de dormir. J'ai toujours ma petite heure de lecture en fait où j'essaie d'avancer sur mes livres. Donc je pense que ça, même quand la vie il commence à avoir beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui veulent de notre temps, c'est bien qu'on se bloque toujours une heure dans la journée pour son développement personnel. Il y en a qui le font le matin. Moi, je vais pas plutôt le matin, je vais plutôt le soir. Ou le matin, c'est le week-end. Ok, d'accord. Une question que j'ai oublié de poser aussi, c'est est-ce que la religion, l'islam, a eu un impact, a eu un effet sur toi, sur ta carrière, sur ton éducation? Est-ce que ça t'a aidé à réussir tes challenges? Ouais, après moi, il n'y a aucun doute, hein, mon succès, je dis toujours que même quand on me fait la remarque qu'on te fait souvent, ah, tu craches sur la France à une éducation gratuite, là, mon succès, je suis pas une île, comme on dit. Mon succès, il a impliqué énormément de personnes sur ma route
Et c'est pour ça que je fais ce que je fais, parce que je sais que j'ai eu beaucoup d'aide d'autres personnes. Donc j'ai eu l'aide évidemment du système français, avec des bourses d'études, avec d'autres choses, même si tout n'est pas parfait, hein, comme il y a du racisme, il y a des discriminations et des blocages. Et j'ai eu l'aide bah oui, de l'islam au final, où en fait moi j'étais pas musulman avant mes 15 ans. Donc Mhm. j'ai commencé à m'intéresser quand j'avais 15-16 ans. Et j'ai vu à quel point la lecture c'était important en fait dans l'islam. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a motivé à lire un maximum. Et en fait, moi, j'ai appris l'anglais avec des livres qui parlaient d'islam parce que la plupart du temps, ils sont très très simples. Donc j'ai appris avec les mangas, parce que les mangas, c'est super simple, et les livres sur l'islam parce que c'est aussi du langage qui est simple, qui est répétitif. C'est un peu toujours les mêmes genres de mots. Donc ça, c'était mon départ. Et quand je suis venu en Angleterre, moi, je suis allé dans des mosquées pour parler à des gens. Et pareil, c'est là où la communauté m'a aidé énormément ici à apprendre l'anglais, à commencer, à commencer à avoir mes repères ici, etc. Donc ça, c'est une partie, c'est une partie indéniable en fait de qui je suis aujourd'hui et de mon parcours. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des recommandations, vu que tu lis ou tu lisais beaucoup, un peu moins maintenant, de livres qui t'ont marqué, des références? On top of my head, je pense pas que j'en ai comme ça. Ça dépend parce que moi je lis beaucoup de choses. Je lis beaucoup de sciences politiques, de philosophie. Mhm. Je lis pas beaucoup de fiction. Après, mon livre de fiction favori, c'est Brave New World. Donc Mhm. tu connais peut-être, c'est assez connu. Je connais pas, Et non. mon livre, tu connais pas, c'est un livre assez connu. C'est pas long. Si les personnes apprennent l'anglais, je leur conseille de faire ça, de lire Brave New World. C'est pas long, c'est assez simple. Ok. Et bon, c'est pas super simple, mais c'est pas long. Et sinon, il y avait un livre de non-fiction que j'aimais beaucoup. Ça s'appelle, c'est quelque chose, le titre c'est Liberty, quelque chose. Je te l'enverrai parce qu'il faut que je Ok. recherche. D'accord. Les titres et moi, c'est pas, je suis pas assez bon avec les titres et les noms. C'est parce que depuis que j'ai acheté un Kindle et que je lis pas avec des livres physiques, quand tu La vois page de pas couverture. la page de couverture, tu as du mal à Mhm. attraper des titres. Ok. Et des références pour ceux qui souhaitent s'intéresser plus à l'Angleterre, bah, j'imagine du coup forcément ta page Instagram, ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres tips? Ceux qui s'intéressent vraiment à l'Angleterre, oui, la page Instagram, la chaîne YouTube, mais ils peuvent aussi m'envoyer des questions. Je fais des lives, je réponds à des questions en privé. Des fois, je mets un peu de temps, mais s'ils m'envoient une question, je leur réponds la plupart du temps. Ceux qui m'envoient des questions, envoyez-moi la question directement dans un bloc. M'envoyez pas salut, ça va, et attendre que je réponds parce que je répondrai pas. Franchement, c'est impossible en fait de répondre à ça et après d'avoir une conversation. Envoyez-moi un bloc avec un maximum d'informations, la situation, l'objectif et la question que vous voulez savoir. La plupart du temps, je réponds et j'essaie de vous donner un maximum d'infos sur ça. Super. Donc tu as répondu un peu à la question, dernière question que j'ai, c'est pour te suivre et te contacter. Donc Instagram, LinkedIn aussi. On peut te mettre ton compte LinkedIn. LinkedIn, ils peuvent me suivre, ouais, mais sur LinkedIn, je fais pas trop, je réponds, c'est un peu plus, je l'utilise pour Ouais, mon business. ok. S'ils veulent me parler, ouais, sur Instagram, c'est l'idéal. Les gens qui n'ont pas Instagram, ils peuvent envoyer un mail, mehdi, mehdi, .angleterre@gmail.com. S'ils ont des questions particulières, s'ils ont besoin d'un accompagnement, ils peuvent m'aider. La plupart du temps, quand c'est des questions simples et c'est quand même d'aller sur Google, etc., moi, j'apporte vraiment une aide qui a de la valeur en fait. Où je me dis, ok, vous pourrez pas réussir à faire ça avec Google. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vous aide sur ça. C'est là où j'interviens. On n'a pas parlé des tarifs en fait. Donc toi, tu aides les gens à faire leur CV. Et du coup, il Ouais, me semble que les tarifs actuellement, ils sont de 45 pounds, disant ouais, 55 pounds pour un CV en 55, ok. fait. Ouais, c'est assez standard. C'est une offre voilà, je pense, qui est super pas chère pour le service. Donc, je fais quand même une recherche par rapport à la personne. Donc, je fais pas que traduire le CV. Je vais regarder les offres d'emploi dans sa branche. Qu'est-ce qu'il recherche en général? Quels sont les mots-clés? Comment est-ce que je vais vendre cette personne sur le marché anglais? Quelle est la narrative qu'on va créer, l'histoire, etc. Et qu'est-ce que je vais mettre en avant par rapport à son parcours? Et évidemment, avec le format anglais, etc. Mais la valeur que j'apporte le plus, c'est comment vendre cette personne sur le marché anglais.
Et donc ça, c'est 55 pounds. Pour l'instant, peut-être sera plus cher plus tard, je sais pas. Mais il y a une petite liste d'attente. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Et après, je fais les LinkedIn aussi. Les LinkedIn, ça prend un peu plus de travail, mais ça a beaucoup plus de valeur. C'est 125 pounds pour le Ouais, LinkedIn. Et c'est pareil, c'est une offre unique pour tout le monde. trop bien. Bah écoute, Mehdi, je te remercie beaucoup pour ton retour d'expérience et pour tes partages. Je trouve que c'est vraiment bien ce que tu fais. Et ben, je te dis bon courage pour la suite. Merci et merci pour ce que tu fais aussi. Je pense que ton travail est de qualité et j'espère qu'on se rencontrera à Singapour bientôt. Ouais, ou bien à Londres, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Alaikum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.